Hello les méli-mélos, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro. On va parler d'un thème plutôt chaud, un thème croustillant. Et oui, on va parler de la guerre des parents. Donc, garde alternée, pourquoi la guerre des parents? Donc, vous le savez, un thème qui oppose les deux potomitans de notre société, les papas vs les mamans. Et pour en parler, je me suis entourée de deux papas qui ont des choses à dire. Donc, on a avec nous Brisco, donc Monsieur Brice Edmond, de Parentalité Égaliste, qui va nous en dire un peu plus. Et puis, Monsieur Yanis Sina, merci messieurs pour votre présence. Merci pour l'invitation. Voilà, merci. Je vous remercie en mon nom, mais aussi au nom de Ama, qui, comme vous le savez, chers téléspectateurs, a des petits soucis de santé, mais elle nous revient très rapidement dans sa pêche légendaire. Alors, messieurs, je vous laisse vous présenter. Vous battez si vous voulez. Alors, qui commence? Alors, bonsoir tout le monde. Donc, moi, c'est Sina Yanis. Bon, je dirais simplement un papa et un homme voulant faire partie de la vie de son enfant, de ses enfants et de la société aussi, et qui essaie aussi, par ma façon de faire, justement, de faire évoluer et changer les choses. Donc, à travers justement les émissions comme cette émission, ainsi que l'échange avec les femmes, les mamans et même les anciens, essayer de changer, on va dire, les stéréotypes et les habitudes ou la place qu'on donnait au père à la meilleure machine. Que maintenant, qu'on puisse vraiment aller dans d'une cohésion dans l'intérêt de l'enfant. Donc, je suis surtout dans cette dynamique-là. Donc, mon papa investi et puis ouvert à la communication, échange et dans l'apprentissage aussi, parce qu'on apprend tous les jours. Merci beaucoup, parce que chez Méli-Mélo, notre objectif, c'est de démêler l'œuvre du faux. On est souvent dans la guéguerre, mais on s'intéresse pas au pourquoi, et vraiment ta présence va nous permettre de démêler justement comment on peut s'en sortir face à cette fameuse guerre. Et toi, Brisco? Alors, Brice Edmond, père de 3 enfants, fondateur de Parentalité Égaliste, qui prône pour l'équilibre familial et la dignité parentale. Okay. Donc, ça traite de tous les sujets autour de la parentalité et des relations entre parents, tout simplement. C'est beau ce que tu dis, dignité parentale. Ah oui, très important. Ouais. Très, très important. Ouais. Tu peux nous en dire plus, dignité parentale? Qu'est-ce que tu entends par dignité parentale? Alors, ce que j'entends par dignité parentale, c'est tout simplement exercer son autorité parentale, exercer sa parentalité et surtout le respect de la parentalité de l'autre. Ok. Alors, j'embraye tout de suite sur cette question de dignité, parce qu'on le verra, l'intérêt pour l'enfant d'avoir ses parents, c'est justement que sa dignité et son intégrité soient préservées, en fait. C'est ce qui doit primer pour l'enfant, sa dignité et son intégrité. Alors, messieurs, je vous annonce tout de suite la couleur. Donc, bien sûr, on a un petit peu cherché, Ama et moi, et on a eu des retours. Malheureusement pour nous, beaucoup de mamans. Les personnes qui se plaignent, qui en parlent, en tout cas qui viennent vers nous, souvent ce sont les mamans. Alors, je dis souvent, il est important de dire, pour être juste, qu'il y a aussi beaucoup de papas. Mais on a une plus grande proportion de mamans qui viennent nous dire, voilà, je n'y arrive pas, ça se passe pas bien, je suis en colère, je suis triste, ou j'ai telle ou telle problématique. Et c'est pourquoi c'est une émission où on voulait donner la parole au papa, parce que je crois que vous n'êtes pas suffisamment représentés. Alors, nous le savons, il y a la question de l'éducation où le papa n'exprime pas forcément ses peines. Mais bon, on voulait vraiment donner la parole pour retrouver un équilibre. Donc, je vous préviens déjà, dans la partie questions, on aura des questions de maman. D'accord? Avec plaisir. D'accord. Et on n'oublie pas, les gars, pourquoi la guerre? D'accord? Pas qui a raison, pas qui a tort. Ouais. Ça, ce ne sera pas notre sujet. De toute façon, ça ne veut plus nous intéresser. Mais vraiment, pourquoi la guerre? Pour qu'on puisse ensuite trouver des solutions, en fait, pour sortir de cette guerre. Alors, garde alternée, c'est quoi pour vous? Ça vous évoque quoi, la garde alternée? La garde alternée, c'est la possibilité pour les deux parents de passer du temps et d'échanger et de grandir avec leur enfant, mais de deux lieux différents. Puisque vous voulez me faire pleurer? C'est pas possible, j'entends dignité. Non, mais c'est vrai, c'est magnifique de grandir avec leurs enfants. Bon, bref, je te laisse continuer. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, la réalité de la vie, c'est que pour nos enfants, nous sommes des référents et les enfants, ce sont des éponges. Donc l'enfant va
emmagasiner, va reproduire ce qu'il voit dans la réalité. Déjà, la réalité d'un enfant, ce sont ses parents, ce sont les plus proches. Donc, selon moi, avoir une garde alternée, c'est assurer un certain équilibre à son enfant. Et c'est important d'avoir l'équilibre. Donc, c'est pour ça que souvent, on essaie, tant bien que mal, d'avoir vraiment une garde genre 50-50. Donc, ça, c'est pas évident. Ouais. Le seul, enfin voilà, pour pouvoir arriver à cette garde alternée-là, il faut vraiment déjà que les deux parents, selon moi, soient ouverts. Ouverts, oui. Et surtout, laisse de côté la blessure, Voilà. enfin, les blessures d'adultes, parce qu'il n'y a pas de blessure d'enfant là, c'est blessures d'adultes. Et vraiment, c'est pour pouvoir faire fonctionner, pour pouvoir améliorer et faire perdurer la garde alternée, Exact. c'est que on ne s'occupe que de l'enfant. C'est ça. Et qu'on soit synchro, c'est un travail d'équipe. Qu'on travaille en équipe, on le faisait qu'on était ensemble. Donc qu'on puisse le faire, même séparé, c'est un Même travail d'équipe. séparément, exactement. Voilà. Donc c'est vraiment ça la garde alternée pour moi. C'est ça, ouais. 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 Et toi, Bisco? Ben, c'est pratiquement la même chose. Alors, je vais compléter. Je pense que la garde alternée, c'est tout simplement la représentation de la coparentalité. Ouais. Donc, bon, c'est vrai que on peut très bien avoir d'autres types de garde et avoir une coparentalité saine. Ouais. Mais c'est vrai que ça se matérialise à travers cette configuration qui est la garde alternée. C'est-à-dire qu'il y a un temps partagé Ouais. pour l'enfant, c'est-à-dire, je sais pas, une semaine avec la mère, une semaine avec le père. Ouais. Et je trouve que ça représente vraiment la coparentalité et l'exercice parental partagé. Ok, d'accord. Mais justement, quand on s'intéresse un petit peu à ce que dit la loi, donc on va quand même faire une différence entre la garde alternée et la garde partagée. Donc la garde alternée, c'est quand ça s'organise à l'amiable. C'est-à-dire que les deux parents se concertent et choisissent une façon de partager la garde de leur enfant. Donc, et ils vont définir entre eux les temps, les jours, les horaires, etc., de manière à ce que l'équilibre de l'enfant soit préservé. C'est la solution que préfèrent les juges. Et c'est la solution qui est préférable pour le bien-être de l'enfant. Ensuite, la garde partagée. Alors, je ne fais pas de glissement de compétences. Je ne suis pas juge des affaires familiales. Des avocats pourront vous donner plus de précisions. Mais en tout cas, la garde partagée, c'est lorsqu'il y a une décision de justice. Et là, le juge va décider que l'enfant passe tant de temps avec tel parent et tant de temps avec l'autre parent. C'est vraiment différent. Et donc, on a garde alternée, situation à l'amiable, dans une situation plus ou moins saine, comme tu dis. Alors, je dis plus ou moins parce qu'on sait que les douleurs et les habitudes ont la vie dure. Et puis, la garde alternée, où il y a eu vraiment conflit, décision de la justice. Alors, je dis vraiment conflit, mais il y a aussi des parents qui n'attendent pas le conflit pour passer par la justice, qui le font systématiquement. Et à ce moment-là, on a la garde partagée. Et là, il y a vraiment des critères à respecter et qui sont imposés par la justice. Voilà. Mais quand même, alors, enfin, je vais juste apporter un petit supplément à travers ce que tu viens de dire, c'est la réalité. Ouais. Donc, même quand il y a une décision de justice, donc, le plus souvent, des décisions de justice, c'est quand voilà, il n'y a pas vraiment d'accord, où on a un tiers, c'est-à-dire la justice qui permet de vraiment canaliser et de cadrer les choses. Oui. Mais je sais par rapport à mon expérience que aussi, même avec le juge nous l'avait suggéré, la mère de mon enfant et moi, c'est que au bout d'un moment, ok, il y a la justice et tout, mais s'il y a l'entente, comme un accord, on peut modifier sans pour autant se représenter devant le juge. Oui. Et ça, c'est super. C'est important de le dire, si d'aventure, le juge fait le jugement, ordonne du lundi au dimanche que tu as l'enfant, donc le dimanche, tu remènes l'enfant pour l'autre parent. Ouais. Et si vous avez décidé que par rapport à ton travail, au travail de l'autre, c'est pas intéressant, on peut changer du dimanche au lundi. Exactement. Et tout ça sans passer par le juge. Et ça, c'est intéressant aussi. Voilà, c'est très intéressant. Voilà. Même s'il y a une décision préalable. Mais dès qu'il y a un accord, dès qu'on est d'accord, et à travers ça, on ne se rend même pas compte que le fait déjà de franchir ce cap-là, que tous les deux comprennent la décision pour que ça puisse nous arranger tous les deux, eh bien ça arrange tout le monde déjà. Oui. Et la relation dans l'intérêt de l'enfant, ça change entre les deux parents. Il y a plus d'écoute, il y a plus de compassion, il y a plus de « Ok, bon, aujourd'hui, bon, je vais finir plus tard, est-ce que tu peux garder plus longtemps ?» Parce qu'avant, ce serait vraiment non, le juge a dit ça, c'est ça. Exactement. Donc voilà, c'est l'amélioration ça alimentait le conflit. Exactement. Voilà. Donc maintenant, ça permet aussi d'ouvrir au fur et à mesure, ça prend le temps qu'il faut, malheureusement, mais au fur et à mesure de s'ouvrir un peu plus et puis de comprendre à travers les années, les jours, enfin les années, que
ben, pourquoi ne pas lâcher un peu du lest? Parce que c'est dans l'intérêt de l'enfant. Ouais. Même si elle prend un jour de plus sur moi, je ne vais pas courir récupérer mon jour. Voilà. Parce que l'enfant, il est en train de s'amuser avec ses cousins dans une fête. Je vais récupérer. Et souvent, quand on est vraiment déjà dans la période conflictuelle, on est au taquet sur les minutes. Et c'est vrai, et même sur les minutes. Et c'est vraiment au fur et à mesure, c'est que le temps. Et l'évolution de l'enfant aussi, ça nous permet d'ouvrir les yeux et de se dire, mais attends, mais ça nous servait à quoi de nous crêper le chignon et tout, alors que comment l'enfant évolue, il passe plus du bon temps avec maman, du bon temps avec papa, donc faisons les choses bien. On va en parler parce que c'est vrai que tu parles beaucoup du bon temps, mais il y a des contraintes éducatives qui peuvent parfois modifier l'approche. Mais avant d'arriver là, Wisco disait que tu parlais de la garde partagée, quand tu as pris l'exemple de la semaine chez papa et la semaine chez maman, qui permettait une coparentalité saine. Est-ce que vous pensez qu'à chaque fois, la garde partagée est un moyen d'équilibre pour l'enfant? Alors, je vais justement, pour sortir du circuit juridique, une information à partager. Il y a une association en Hexagone justement qui revendique à ce que la garde alternée soit la garde classique. C'est-à-dire que de base, à partir du moment où on arrive devant la justice, qu'en fait, qu'on essaie d'instaurer d'entrée la garde alternée. Ok, d'accord. Alors bien sûr, c'est pas imposé, mais que ça soit en fait la garde de base. Mais on est bien d'accord que la garde alternée prend la forme qu'elle veut en fonction des parents, du moment que c'est à l'amiable. C'est bien ça? Oui, du moment que c'est à l'amiable. Donc on n'est pas forcément sur une semaine chez maman, une semaine chez papa. Voilà. Oui. D'accord, ok, d'accord. Et donc du coup, ma question, est-ce que pour toi, une semaine chez maman, une semaine chez papa, c'est signe d'équilibre? Enfin, en tout cas, c'est intéressant pour l'enfant. Je pense que tout dépend des parents. Ok. C'est-à-dire que la configuration de la garde ne fait pas tout. Il y a aussi l'exercice. Oui. Il y a aussi la relation entre les parents. L'éducation aussi qu'il y a tout autour de toute cette configuration qui fait toute la différence. Ok. C'est ce que tu dis, c'est vrai que dans le monde idéal, c'est vraiment une semaine, réellement, pour que l'enfant puisse vraiment, on va dire, pomper le maximum chez l'un ou l'autre des parents, c'est qu'il puisse avoir vraiment le même laps de temps, genre une semaine pleine, vraiment une semaine pour profiter. Mais alors, il y a quelque chose qu'il faut prendre en considération, donc je vois à peu près, c'est les activités professionnelles de l'autre. Donc ça peut arriver que le père ou la mère ait une activité professionnelle qui l'empêche malheureusement d'avoir l'enfant une semaine pleine. Donc tout ça, c'est aussi l'organisation. Et malheureusement, quand il n'y a pas déjà la cohésion pour pouvoir trouver un terrain d'entente, de par tout ce qui est système juridique, ils vont exiger certaines choses. Mais tout ça, ça va prendre en considération parce que n'oublions pas que les parents, avant d'être séparés, ils étaient ensemble. Donc, pour peu que le père ou la mère ait des horaires délicates, il y avait toujours l'autre pour compenser. Donc, ça ne causait jamais de problème. Mais maintenant qu'on est séparés, chacun doit se démerder. Donc, si on est d'accord, même si tu bosses machin, on n'est plus ensemble, même si tu bosses, tu finis tard, c'est pas grave, je le garde ou je la garde plus longtemps. Quand ça fonctionne comme ça, on y va. Alors, quand ça ne fonctionne pas, c'est galère. C'est là que naît le problème. Voilà. Alors, il y a, avant de répondre à cette question du travail, je veux quand même revenir sur la question du 50-50. Une semaine chez maman, une semaine chez papa. Justement, je pense... Alors, je donne mon avis personnel là-dessus. Je pense que c'est une solution à des inégalités parentales. OK. Il y a deux inégalités qu'on rencontre assez souvent. C'est l'exercice parental, donc en l'occurrence c'est pour les pères, et la surcharge parentale pour les mères. Et je pense que ça peut solutionner ces deux problèmes, si c'est bien mis en place. Alors, tu as tout à fait raison. Moi, je crois que une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Je vais m'expliquer. Je ne parle pas du temps passé avec les parents. Parce qu'en réalité, je peux habiter chez ma mère ou chez mon père et voir ma mère régulièrement. Ça peut être ma mère qui passe me chercher au pied de l'immeuble, qui m'emmène à l'école, même si j'habite chez mon père. Ça peut être, je peux déjeuner le midi. Alors, ça dépend de l'âge, bien sûr. Mais je veux dire que je peux avoir des activités avec l'un ou l'autre de mes parents sans limite imposée, limite de temps, sans pour cela vivre avec lui à son domicile.
quand je dis que ce n'est pas forcément une bonne chose, alors déjà, l'expérience l'a montré, de par certains parents qui ont essayé, ce n'est pas toujours une réussite. Notamment pour les enfants qui sont en âge, en primaire, en maternelle. Alors, en maternelle, ça passe encore, mais à partir du moment où il y a les devoirs scolaires, où il y a l'émancipation du jeune, et tu parlais tout à l'heure d'éducation différente, et donc maintenant que les parents sont séparés, chacun y va du sien pour son éducation, ben, on constate que l'enfant est en conflit. Là, je dois faire ça, là, j'ai pas le droit de faire ça. Et les semaines vont très vite. Et ce qu'on a remarqué, et là, je parle de l'analyse, c'est-à-dire que je me décharge de toute émotion, parce que je suis aussi maman. Donc, il y a aussi l'émotion de la maman, l'émotion du parent qui s'inquiète pour son enfant, ou qui réclame aussi ses droits de parents, parce que l'enfant a besoin de nous, mais nous aussi, ne nous voilons pas la face. Nous avons envie d'être avec notre enfant. Nous avons envie d'être là au moment où l'enfant fait cette telle ou telle première action. Mais la réalité, c'est que l'enfant, il a besoin d'ancrage, il a besoin d'une base et il a besoin de se créer son univers. D'ailleurs, lorsque le juge réfléchit à chez qui sera placé l'enfant, lorsqu'il y a le placement à plus longue durée pour la garde partagée, il analyse les conditions d'accueil et d'évolution de l'enfant. C'est-à-dire que ton père peut être aussi méritant que toi, que ta mère pour t'avoir, mais il n'a pas de chambre pour toi. Ta maman a la possibilité de t'offrir une chambre. Ou vice-versa, hein? D'accord? Ton papa a la possibilité de t'offrir une chambre où tu pourras créer ton univers et te stabiliser. Il y a de fortes chances que le père sentiment, oh là là, je dis des choses qui sont pas intéressantes. Je m'apprête à dire gagnant alors qu'il ne faut pas dire ça. Alors, je disais qu'il y a de fortes chances que ce soit au père que soit confiée la garde la plus prolongée. Vous savez, quand on n'est pas sur du 50-50. Oui. Et donc, je veux juste dire, par rapport à cette garde partagée, que l'histoire de une semaine chez maman, une semaine chez papa, ce n'est pas obligatoire pour réussir un partage équilibré. Alors, je vais répondre à ça. Il y a plusieurs choses. La première, c'est que... J'ai piqué les papas ou pas? Non. Non, mais c'est bien. Ça permet d'analyser, de remoduler certaines choses. C'est ça. C'est-à-dire que là où c'est compliqué, c'est que tu parlais d'ancrage de base. Comment un parent peut avoir une relation stable si il a très peu de temps avec son enfant, dans un premier temps? Mais déjà, dans ta question, on sort de l'intérêt de l'enfant. Tu me parles du parent qui cherche à avoir une relation stable. Moi, je parle de l'intérêt de l'enfant. Alors, je parlais de l'intérêt de l'enfant, parce que je parle de relation parent-enfant. OK. Donc, c'est l'intérêt de l'enfant, OK, et par extension, l'intérêt du parent aussi. Mais l'intérêt de l'enfant prioritairement. Si l'enfant n'a pas de relation stable, que ça soit le des deux parents, ce n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Je comprends. Et dans un deuxième temps, il y a aussi des points avec d'autres inégalités. Oui, c'est Inégalité vrai. sociale, par exemple. Oui. Par exemple, tu parlais de chambre. Alors, il y a aussi l'inégalité du fait que les hommes, par exemple, ont plus de facilité à avoir du travail, à réussir professionnellement. On peut dire aussi qu'il y a une inégalité du fait que les femmes ont beaucoup plus de facilité à avoir des aides sociales, un hébergement social qu'un homme. C'est vrai. Donc, il y a là aussi à travailler pour pouvoir rééquilibrer tout ça. C'est vrai. Tu as parfaitement raison. Oui. Non, c'est une réalité, oui. Tu as parfaitement raison. Moi, mon propos, je te laisse la parole, mon propos, c'était vraiment de pouvoir dire que juste, parce que je vais prendre le témoignage, alors c'est un témoignage anonyme, mais je le partage avec vous, de parents qui se sont séparés et qui, d'office, dès la séparation, ont choisi la garde alternée. Une semaine chez maman, une semaine chez papa. Ils se sont vite rendus compte de la dégradation comportementale de leur fille. Et ils se sont regardés, ils se sont dit, non mais franchement, ce n'est pas possible. C'est vrai que le problème dans ce choix-là, ça a été le sacrifice. C'est-à-dire, et je dis sacrifice volontairement, c'est-à-dire qu'il y a eu un parent, l'un des deux qui s'est sacrifié, parce qu'il y en a eu un qui finalement a passé moins de temps avec son enfant. Mais dans l'intérêt de l'enfant, ils ont choisi d'arrêter une semaine. Ils sont passés à autre chose. Ils sont passés justement à ce dont je vous parle, un week-end sur 2 chez papa, la moitié des vacances, l'enfant vit exclusivement chez sa maman, enfin, principalement chez sa maman, un week-end sur 2 chez papa, la moitié des vacances chez papa, et
la possibilité de voir papa et de fonctionner avec papa n'importe quel jour dans la semaine. Ça veut dire que si mardi, papa, c'est pas le jour de papa, mais que papa veut faire quelque chose avec son enfant, bon ben finalement, je la récupère mardi soir, je te la ramène vendredi et c'est ok pour eux. Mais ça a permis à quand même, ça a quand même permis à l'enfant d'avoir une base stable, sa chambre, son bureau. Et quand je dis chambre, j'ai compris ce que tu as dit pour l'inégalité sociale et économique, mais je parle vraiment de... J'aurais pu parler de coin pour ne pas parler de chambre. Oui, je parle de logement. d'ancrage, d'habitude, qui est vraiment quelque chose d'important. On parlait de routine. Quand on parlait du bain des marées, on parlait des routines. Oui. Les routines et les rituels qui sont des outils qu'on utilise en thérapie et en développement de l'enfant et en psychologie pour justement gérer les émotions, gérer les inquiétudes qui sont très fortes quand on est enfant. Alors, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'on a un déséquilibre là-dessus. C'est-à-dire que, effectivement, ça s'est mal passé. Ils ont trouvé une base sur une autre configuration. Et ça, c'est le plus important. C'est ça. Le problème, c'est que le système reste sur une norme. Oui. Et la norme, c'est que l'enfant reste avec sa mère. Oui, voilà. Et même s'il se retrouve dans la situation où, justement, l'enfant est déséquilibré, pour se dire que, voilà, bon, finalement, peut-être qu'il faudrait que l'enfant ait plus de temps avec le père, là, c'est un autre débat. Ouais, c'est Donc ça. là, effectivement, je retourne. C'est un mot que je vais utiliser. Oui. Parce que c'est ce que je traite le plus dans la parentalité, les inégalités. C'est quand même une inégalité dans ce système. Absolument. Mais c'est votre rôle aujourd'hui. C'est notre rôle à nous. Je dis votre, mais en réalité, notre rôle à nous, de dire aux mamans qui nous regardent que nous aussi, justement parce que le système est fait de manière très normative et du coup inégalitaire, c'est notre rôle à chacun des parents de réfléchir ensemble à comment faire en sorte qu'aucun des parents ne soit lésé. C'est ça. Voilà. En fait, moi, j'ai vu un peu rebondir sur le fait que, selon peut-être les statistiques, sur le fait que tu viens de donner, c'est que la garde vraiment 50-50, c'est pas spécialement une réussite, entre guillemets, c'est ce que j'ai compris. Alors, pas pour tout le monde. Ouais, je dis qu'il y a des cas où ce n'est pas forcément... Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ça, selon moi, parce que quand ça fonctionne, il faut vraiment le mettre en évidence. Et aussi, de plus en plus de couples séparés, surtout, et vraiment, je tiens à le préciser, quand l'un ou l'autre, ou les deux, font leur vie, la garde 50-50, c'est l'idéal. Ouais. Parce que, premièrement, l'enfant passe plus de temps avec son nouveau monde, d'un côté comme de l'autre, et ça permet, que ce soit à l'un ou l'autre, d'avoir du temps, d'avoir une semaine pour pouvoir préparer ces choses, de gérer l'enfant. Et c'est pas pour autant que, parce que l'enfant est une semaine avec sa maman ou une semaine avec son papa, qu'il y a une coupure. Donc, franchement, je parle de mon vécu. L'idéal, dans une garde 50-50, c'est que même, que ce soit dans la scolarité, que ce soit clair, scolarité ou événement où l'enfant a réussi quelque chose, il fait du vélo, mais ça s'est passé avec papa, mais qu'il puisse avoir la possibilité. Et quand ça se fait, qu'il puisse avoir la possibilité d'appeler maman pour dire « Maman, je suis fier » ou « Papa, je suis fier, j'ai eu ça, j'ai eu 10, j'ai eu ci ». Et dès qu'il y a ça, même si c'est une semaine, que cette possibilité-là, il faut qu'il y ait en fait déjà le dialogue. Et ça, c'est important. Mais Yanis, tu me dis 50-50, alors j'insiste. Est-ce que avant que le couple ne se sépare, soyons honnêtes de vos expériences, de mon expérience, de ce que vous entendez à droite, à gauche, de ce que vous avez vu chez vos parents, chez vos grands-parents, vos tantes, les voisins, est-ce que même quand le couple est ensemble, il y a une garde 50-50? Mais tu sais que tu viens d'aller très loin là. Tu vas parler d'anciens, d'un machin. Oui, mais dis-moi s'il y a les 50-50. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant justement? Mais attends. On veut changer les choses. Et c'est parce qu'il y avait justement... Non, mais moi je te demande, est-ce qu'il y avait les 50-50? Mais c'est parce qu'anciennement, c'était la femme qui s'occupait des enfants et le père, il était à côté. Eh ben, c'est pas donc c'est la mauvaise... Mais c'est la culture qui était comme ça. Et on veut changer ça. Et on veut changer ça. C'est pas là où je vais Je vais répondre à ta question. Oui. Alors, je dirais que ça dépend. C'est toute une question de perception. C'est-à-dire que il faut comprendre que la cellule familiale a on va dire, une base. C'est-à-dire que voilà, ça peut être la mère ou le père qui va chercher les ressources et l'autre parent qui s'occupe de l'enfant.
dans les deux positions, en fait, ça reste une garde. Oui. C'est une famille. Oui, bien sûr. Par contre, quand il y a séparation, tout est chamboulé. Messieurs, je vais arriver avant la séparation. Avant la séparation. Avant la séparation, moi, je vais vous dire, il n'y a pas de 50-50. Vous savez pourquoi il n'y a pas de 50-50? Il n'y a pas de 50-50. Il n'y a pas de 70-30 non plus. Il n'y a pas de 100-0. Il n'y a pas de 80-20. Il y a du naturel. Il y a justement la relation. Ta maman est fatiguée, c'est pas le moment, ben tu vas rester avec moi. Ton papa n'est pas disponible, ben tu vas rester avec moi et c'est normal. Alors bien sûr, il y a les plaintes de couple que l'on connaît. Ah, papa va toujours venir pour faire... Exactement. Ah, maman dans un fait sport qui n'a pas fini d'après et ceci, cela. Il y a toujours... Pourquoi ta maman a décidé de reprendre ses études? Il y a toujours des situations, effectivement, qui vont générer du conflit. C'est ça. Mais l'enfant, dans le couple, quand il n'est pas encore séparé, il n'y a pas cette question de 50-50. De temps en temps, on se dit, bon, ça fait un moment qu'il est là, maman, love, soulage-moi 2 minutes, mais on n'est pas dans cet objectif de 50-50. Et c'est là où j'insiste un petit peu en disant aux parents qui sont séparés que le 50-50 que l'on recherche peut être problématique, aussi bien pour l'enfant, je dis peut, peut être problématique, mais ne doit pas non plus être l'objectif, parce que l'enfant, en plus, plus il grandit, plus dans son 100% de vie, plus il a besoin de pourcentage pour lui-même, quoi, en fait. Mais en fait, s'il n'y a pas d'histoire de 50-50, c'est-à-dire qu'avant la séparation, les deux parents sont présents. Quand il y a rupture, est-ce que l'autre parent peut venir à n'importe quelle heure et border son enfant? Non. Voilà. Tu vois, il y a une question de présence et Voilà. d'absence. Ça, c'est un terme juridique. C'est bien pour matérialiser Oui, voilà. ce qui va être Je comprends. appliqué. Je comprends très bien. Mais ce que tu veux dire. le problème de fond, c'est la présence des deux parents. Oui, je comprends ce que Et tu comment veux dire. réguler ça, comment équilibrer ça d'une certaine façon, c'est-à-dire que ça ne puisse pas être pris comme du dérangement pour l'un Oui, ou pour oui, l'autre, je comprends. ou imposer à l'un à l'autre de faire. Donc en fait, moi, ce que je vais vraiment, avec le recul, ce que je constate, c'est que systématiquement, malheureusement, c'est la justice avec ses codes et tout qui impose certaines choses. Déjà, quand on regarde bien, automatiquement, on a beau le dire, pourquoi on se dit qu'en séparation, c'est la maman. Automatiquement. Et pourquoi on ne se dit pas justement, et là, on m'a dit à bien gérer l'enfant, machin, on ne va pas lui donner l'enfant plus longtemps, elle a peut-être besoin de temps pour elle-même, pour se retrouver, parce que même la séparation, déjà, une femme, avant d'être maman, c'est une femme. Quand tu as un enfant, tu n'es même plus, tu n'as pas le temps d'être une femme. Ouais. Tu n'as plus le temps d'être une femme. Donc pourquoi la justice, justement, impose, Alors, moi, je pense que- ça à la femme? Parce que c'est imposé à la femme, genre, Bien sûr. c'est pareil, c'est la Mais- maman qui connaît l'enfant depuis longtemps. Donc on l'impose ça. Et la femme, en fait, elle est, entre guillemets, elle est contente parce que c'est mon enfant, mais au bout d'un moment, elle a envie de souffler. Bien et comme sûr. elle est en conflit avec le gars, incapable de dire au papa, bon, est-ce que tu peux prendre l'enfant, machin? Parce que c'est conflictuel, il y a la justice qui est venue. Et ça, et tout. c'est vraiment un héritage politique patriarcal. D'accord? C'est vraiment un héritage comme ça. Et j'ai envie de dire, pas seulement politique, mais aussi judéo-chrétien, mais aussi culturel, où les tantes, les grands-mères vont accourir au service du papa si la maman a laissé l'enfant avec le papa. Donc, tu parlais de place, tu me parlais de place, Ouais. et tu as raison. Nous, les femmes, n'avons pas non plus laissé la place au papa pour exister en tant que papa. Et quand je dis nous, les femmes, je ne parle pas de la maman, je parle de la grand-mère, je parle de la tati, je parle de tu as laissé l'enfant avec le papa. Oui, exact. Le réflexe, c'est d'abord, maintenant, je l'ai laissé pour ma mère. Moi, Alors que le papa, voilà. il est là, et il peut avoir ce rôle-là. Mon fils avait 3 semaines, je l'ai laissé. J'allais au mariage de ma soeur, donc j'ai laissé mon fils avec son papa. Quand je suis arrivée au mariage, on m'a demandé si j'étais femme. Je vais lancer de Mais c'est culturel. Donc tu sur vois, le c'est feu. culturel. C'est... Alors, ça découle aussi du comportement de certains pères, mais c'est aussi dans l'idée collective, Oui, oui, oui. collective du moins. Alors, il y a plusieurs raisons en réalité. Oui, mais c'est vrai mais- que là, pour le coup, on parle du fait que les mamans... Mais justement, pour matérialiser toutes ces raisons, en fait, on est infantilisé. oui, Tout voilà, simplement. c'est ça. Je fais une différence entre père et parent. Ouais.
C'est-à-dire que tu peux très bien être traité comme le père de l'enfant, mais pas comme le parent de l'enfant. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et le parent, en fait, c'est synonyme de responsabilité, tout simplement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des papas aujourd'hui qui se cachent justement derrière ça? Mais alors, déjà... Parce qu'il faut le souligner. Ouais. Il faut le souligner aussi. Je veux le dire. C'est vrai que, je vous l'ai dit tout à l'heure, je le redis pour les téléspectateurs, vous qui êtes là aujourd'hui, vous faites partie, quand même, j'ai presque envie de dire, je suis tentée de dire que vous n'avez pas besoin de parler de ça. Vous en parlez parce que vous vous êtes donné la mission de faire évoluer les choses. Et merci à vous pour notre société. Merci pour mon fils qui va regarder cette émission un jour et qui pourra prendre des exemples valeureux sur des hommes qui parlent de parentalité. Mais la réalité du problème entre le père et la mère, je parle sur le plan populaire. Oui. Je parle des retours que j'ai, de ce qu'on entend dans la rue, de ce qu'on entend dans les familles, etc. On a des papas démissionnaires et c'est pourquoi c'est compliqué d'en parler avec vous. Parce que vous n'êtes pas dans cette optique. Donc vous avez aussi un gros travail éducatif à faire auprès des mamans, c'est vrai, mais aussi auprès des papas. Mais dans ça, là, c'est vraiment c'est magnifique tout ce que tu dis et c'est la réalité. Mais dans le fait que les papas démissionnaires ou simplement les papas qui se cachent, parce que nous sommes des papas qui osent parler ouvertement de la chose, mais il y en a combien qui pensent comme nous, mais qui n'osent pas parler comme nous. Parce qu'ils se disent, bon, peut-être parce que leur père ou leur grand-père, c'était le joke. Ah ouais, mon parent, tu peux dire, machin, c'est maman, ça, c'est pour les femmes. Et les mamans même, les mères et les grands-mères trouvent le moyen de dire à leur fils ou petit-fils ou autre, tu vois, là, c'est plus maman qui est allée, c'est ça, maman. Donc, il y a déjà un système, il y a déjà, en fait, dans la culture, et c'est pour ça que nous, on est là, entre guillemets, pour casser les codes, parce qu'il y a beaucoup de papas qui pensent comme nous. Mais oui, parce que dans ça, en fait, c'est que ce sont les générations précédentes qui viennent avec leur culture, leur savoir, leur héritage, nous transmettent quelque chose qui, on voit avec le temps, ça ne fonctionne pas. Parce que l'évolution, tout est maintenant, c'est consommation. Les enfants grandissent très vite, ils apprennent très vite. Donc, en fait, ils ne prennent pas autant de temps pour assimiler et comprendre les choses qu'auparavant. Donc, nous, maintenant, on n'a pas le choix, justement, de briser les codes, de casser cette dynamique-là, et puis s'imposer et faire montrer aux mamans et aux femmes que, n'hésitez pas, les filles. Laissez-nous gérer les enfants, allez vous occuper de vous. Et ça, c'est important, franchement. Et quand il y a cet équilibre-là, et il y a cet accord-là entre l'homme et la femme, entre le père et la mère, et franchement, c'est fantastique. Puisqu'en fait, là, on ne sent pas un déséquilibre. Ça ne fait pas genre, la mère est là pour faire à manger, pour s'occuper de l'enfant, et le père, il a les pieds croisés sur la table. On va dire, ah ouais, mais le père, il ne fait rien. Ah, mais il va travailler, il est fatigué. Non, on équilibre ça. Et c'est à ce moment-là que je vais parler, on va dire, je vais mettre en évidence le 50-50 entre guillemets. C'est pourquoi le gars ne peut pas s'occuper de l'enfant? Pourquoi la maman ne peut pas croiser ses jambes et s'occuper d'elle, aller faire un soin tranquillement sans pour autant se dire que, on va dire que je suis une mauvaise mère parce que je laisse mon enfant avec le papa. Le gars va dire, ah ouais, c'est anti-bolon parce que normalement c'est maman qui peut gérer ce chemin-là et toi tu dois rien faire. Ouais. Parce qu'il y a vraiment eu une culture que nous, on a besoin de casser parce que justement les pères qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qui pensent comme nous, mais justement ils ont peur d'être mal vus. Ok. Tout simplement. Ok. Il y a autre chose aussi. Mais ils ont peur d'être mal vus. Pour pouvoir venir là et dire vraiment, je suis un papa. Il y en a beaucoup qu'on va voir dans la rue, mais ils ne sont pas derrière les écrans, on ne les voit pas. Ouais. Ah ouais, bon, moi, j'ai mon enfant, mais bon, moi, on va pas besoin de dire, mais gay, je préfère laisser tomber, mais j'ai envie de voir mon enfant et tout et tout. Mais dis-lui de venir le dire devant la télé. C'est impossible. C'est-à-dire je le dis pour moi, toi aussi, hein, je suis que tu l'as vécu, on est automatiquement assimilé au père démissionnaire. Aux pères qui n'assument pas leurs responsabilités, aux pères qui veulent nuire aux mères. Alors, je veux vous rassurer, messieurs, et je me fais la porte-parole de certaines femmes, justement, et c'est ce que je disais en vous mettant à l'honneur, vous n'êtes pas dans votre fonctionnement et dans le fait de venir le crier sur Zouk TV que vous avez votre rôle, vous avez votre place et qu'il faut aussi que les mamans acceptent ça. Vous n'êtes pas des pères démissionnaires. C'est tout à fait ça. Vous êtes tout à fait le contraire du père démissionnaire. Et d'ailleurs, c'est ce qui va nous amener là maintenant à parler de pourquoi la guerre. Donc, avec Ama, on a retenu quelques points, on va les développer avec vous.
Mais avant ça, parce que quand le débat est chaud comme ça, on oublie de dire aux téléspectateurs qu'ils peuvent nous retrouver sur la page Instagram melimelo.fwi. Donc, comme d'habitude, je le répète à chaque émission, vous y allez, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche pour ne rien rater. Et puis, vous nous envoyez vos petits messages en DM ou en story, comme vous voulez. On est free, on vous attend. Alors, excuse-moi, quelque chose de très important aussi, que je voulais relever, ce que tu as dit tout à l'heure, Oui. sur le fait de faire un travail avec les pères démissionnaires. Oui. On le fait également. C'est-à-dire que... Tu parles de parentalité égaliste. Parentalité égaliste, oui, même parentalité égaliste ou d'autres associations, la PAPAM, Papa Mais Pachinité. dites-nous justement, quelles sont les associations vers qui vous auriez retourné les parents, et je dis bien les parents, pas forcément les papas, qui sont dans cette difficulté-là et qui cherchent des réponses? Donc vous avez dit... Il y a la PAPAM. Il y a la PAPAM, Papa Pachinité. Ouais. Alors, il y a le mouvement parentalité égaliste aussi. Ok, d'accord. Que l'on retrouve sur les réseaux. Sur les réseaux, Voilà. oui. Sur tous les réseaux pratiquement. Sur tous les réseaux, ouais. Et Ok. donc, voilà, en gros. Hein. Il y a aussi des fédérations, des collaborations qui se créent, des événements. Et j'invite justement à toute personne à venir parce qu'il y a beaucoup de travail qui est effectué par plusieurs associations, plusieurs intervenants, voire même plusieurs professionnels de la parentalité. Ok. Et c'est très instructif et ça éveille les consciences également. Ok. Et d'un côté comme de l'autre. C'est vraiment se dire que c'est pas uniquement le papa, on s'occupe du papa et on occupe la maman. Au contraire, justement, le but c'est de faire comprendre à la mère et au père la place que l'un ou l'autre a dans l'éducation et l'évolution de l'enfant. C'est ça. C'est vraiment mettre ça en évidence. Alors, messieurs, on va passer à une deuxième partie. Je vous l'avais dit, hein, on sera obligé des fois, on sera un petit peu frustré parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, le temps nous est compté. C'est la partie où on va vraiment s'intéresser à pourquoi la guerre. D'accord? Parce que souvent, j'entends, moi, quand j'ai des personnes en détresse qui viennent vers moi, et je l'ai été après la séparation où je ne comprenais pas les comportements du père de mon fils, je me disais, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi il agit comme ça? Et pourquoi elle agit comme ça? Et je constate que dans mes activités professionnelles et dans les échanges avec les uns et les autres, c'est souvent ce qui revient. Et donc, on a retenu quelques points. Bien sûr, on va essayer de les développer. Et puis, surtout proposer des solutions par rapport à ces fameuses causes qui vont créer la guerre au-delà de l'enfant, hein, puisqu'on a déjà compris qu'on doit s'orienter vers l'enfant. Mais ces fameuses causes, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces causes? Alors, premier point, le point de départ de la guerre, c'est le fameux gros poil. C'est le gros poil. Parce que quand il y a une séparation, alors d'ailleurs, je le partage avec vous, on a eu un témoignage de Marie-Jo qui nous dit, donc elle répond à la question pourquoi la guerre des parents, elle dit, personnellement, je pense que pour qu'il y ait une bonne garde alternée qui réponde à la stabilité de l'enfant, qu'il faut que les deux parents soient séparés, elle dit, dans de bonnes conditions. Il ne faut pas oublier que jusqu'à la séparation, le foyer composé de deux parents était l'idéal pour l'enfant et que la garde alternée non seulement le délocalise une semaine sur deux, mais qu'en plus, le plus souvent, une autre personne, conjointe, fait son apparition. Il y a donc un second foyer auquel il doit s'adapter avec de nouvelles règles. Mis à part la question de l'enfant qui doit s'adapter, je reviens à la partie où elle dit qu'il faut que les deux parents soient séparés dans de bonnes conditions. Exact. Mais quand il y a gros poil, c'est comment? Bonnes conditions. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par bonnes conditions? Et je vois ce qu'elle veut dire, ce serait l'idéal. Après, il ne faut pas oublier aussi que même si ça se passe mal, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas évoluer positivement par la suite. Ok, oui, ça c'est important ça. Mais en fait, il faut pas oublier, dans une séparation, c'est vrai que malheureusement, il y a des blessures. Et malheureusement, ce sont les blessures qui nous font voir de très mauvais côtés chez l'autre. Et en nous faisant voir le mauvais côté de l'autre, justement, on va se dire que c'est pas un bon père ou c'est pas une bonne mère pour notre enfant. Donc à ce moment-là, passer de super papa ou super maman, on déclenche une guerre. Donc toi, tu vas faire du mal à mon enfant, tu vas faire du mal à mon enfant. Mais on ne réalise même pas que le simple fait d'être en conflit entre adultes, nous sommes en train de faire du mal à l'enfant. Exact. Il y a autre chose aussi. Et ça, c'est pour moi le maître mot, vraiment. Alors, comme elle disait, Marie-Jo, c'est
quand il n'y a pas une bonne séparation, où on ne fait pas les choses dans l'intérêt de l'enfant, on essaie de prendre du recul et ne pas mélanger les sentiments des adultes avec l'amour qu'on a pour l'évolution de notre enfant. Dès qu'on mélange tout ça, eh ben, l'amour qu'on a pour notre enfant, on ne le voit même pas. On est tellement obnubilé par tu as fait, elle a fait, il a fait, que notre enfant, qu'est-ce qu'on en fait? Ouais. Et c'est ce qu'on oublie. Mais après, il y a pas, je pense que c'est nécessaire de le dire. Parce qu'à un moment donné, il faut l'exprimer. Après, il faut savoir comment l'exprimer. Quand tu parles quoi de la bienveillance. Tu parles de quoi le fait de dire, ben, tu as fait. Mais il y a un moment donné, il faut se dire, mais moi aussi j'ai fait. Oui. Mais tu ne peux pas faire ça parce que tu ne peux pas être réceptif à ce moment-là parce que tu es déjà blessé. Mais justement, toi tu dis, tu mets le plat dedans, tu dis à ce moment-là. Et c'est ce qu'il te dit, Briscoe, c'est qu'il te dit que tu peux dire tu m'as fait, mais qu'à un moment donné, prendre le temps de l'introspection et de reconnaître. Exactement. Moi, je veux vous dire, parce que vous avez un petit peu sauté mon histoire de gros poil, voilà, vous me parlez de blessures, tout ça, je suis d'accord avec vous, mais je vous parle du moment où le truc est chaud, où le poil est en train de vous étouffer et il faut continuer sa mission de parent. Tu me parlais de blessé, il est blessé. Il faut aussi, pour justement, parce que être dans un monde de bisounours ou être très optimiste, c'est imaginer justement les bonnes conditions dont Marie-Jo parle. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on a été en couple, qu'on a vécu dans la même maison, qu'on s'est investi dans la même maison, qu'on a donné de sa personne, même quand on décide de se séparer de commun accord, bon c'est bon, on s'arrête là, il y a quand même des blessures, il y a quand même une charge émotionnelle. C'est clair. Alors. Et la psychopraticienne que je suis vous dit que quand on est dans le nuage émotionnel, on ne voit pas. Quand on est dans le nuage émotionnel, on n'a pas la lucidité. Et je vais reprendre une phrase qui m'est chère, qui me vient de mon ami Rubens, qui me dit, Nathalie, quand il y a des soucis, ce n'est pas le plus intelligent qui s'en charge, mais c'est le plus compétent. Donc quand il y a le gros poil, au moment où on est dans le gros poil, et qu'on constate, parce qu'il y a forcément on est tous les deux blessés, mais on n'est pas tous blessés au même degré. Ouais. On est tous les deux blessés, mais on n'a pas tous les deux le même système d'accompagnement pour sortir. La même sensibilité, ni les mêmes accompagnements. Moi, quand j'ai vécu ma séparation, j'avais Ama qui est quand même sexothérapeute, thérapeute de couple avec moi. J'ai consulté des thérapeutes. Enfin, je me suis prise en main. J'ai eu du monde. J'ai été voir des médiateurs familiales. Je me suis renseignée. Donc, du coup, même si mon gros poil était chaud, avec l'accompagnement que j'ai pu sortir du nuage, j'ai pu sortir du tourbillon, Et donc, l'idée, c'est que celui qui y arrive, que ce soit l'homme ou la femme, plutôt que de soutenir la guerre, puisse se dire ce que tu m'as dit tout à l'heure, il est blessé pour l'instant. Et donc, pourquoi pas, ça peut être une solution, lorsque c'est possible, parce que nous ne sommes pas des machines, lorsque c'est possible, d'accorder à l'autre parent qui fait mal à nos yeux le temps, pas de sa guérison, mais de son regain de lucidité. Parce qu'on ne peut pas parler à quelqu'un qui n'est pas apte à parler. On ne peut pas, même si on dit que la communication est nécessaire, mais on ne peut pas s'adresser à quelqu'un qui ne peut pas parler. Ça n'est pas réceptive. Et ce que tu dis, c'est la réalité. Alors, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on note et qu'on garde pour tous ceux qui vivent la même situation. Parce qu'après, avec le recul, on constate que souvent on demande à l'autre de changer pour nous comprendre. Oui. Mais d'abord, comme tu viens de dire, tu as fait un travail personnel. Oui, bien sûr. Tu t'es d'abord soigné. Mais tu t'es soigné. Tu n'as même pas réalisé qu'en te soignant, l'autre se calme. Parce qu'il réalise qu'en face, j'ai beau essayer de marteler, mais en face, j'ai quelqu'un qui est vraiment objectif, j'ai quelqu'un qui a besoin d'aller de l'avant. Donc pourquoi je vais rester au même niveau? Donc la personne n'a pas le choix de s'élever lui-même. Mais bien sûr. C'est vrai. Et c'est là où on réalise que c'est le travail personnel avant tout, avant de demander à l'autre de changer. Parce que souvent, on demande à l'autre de changer pour pouvoir faire comme on a envie. Exactement. Mais nous-mêmes, si nous-mêmes, on ne fait pas un travail personnel, parce que le plus souvent, quand on est blessé parce qu'on se dit, ouais, c'est l'autre qui m'a fait ci, qui m'a fait ça. Mais il y a beaucoup d'orgueil dans ça. Et l'orgueil, l'ego. L'ego, l'orgueil. Et c'est quand on travaille comme tu as fait, le travail que tu as fait, tu as permis de développer justement, de savoir à quel point ta sensibilité te touche, etc. Mais tu sais, Yannick, je veux quand même, parce qu'on s'adresse à toute une population et je crois qu'il y a de tout dans la population. Il y a l'orgueil, il y a l'ego, c'est vrai, mais il y a aussi l'investissement financier. Il y a autre chose aussi. C'est l'un des points qu'on a retenu, c'est la notion de contrat et d'investissement.
Il y a autre chose aussi. Alors, je dirais, il y a deux choses. Il faut reconnaître aussi que nous, les hommes, on a des difficultés dans la gestion de nos émotions. Oui. Ça, il faut le dire. Et en fait, ce qui cause encore plus le fossé, je reviens encore au système. Le système. Oui, c'est à Parce que l'ancienne. c'est moi, enfin, selon moi, je pense que c'est beaucoup plus difficile de gérer la rupture, et encore plus la rupture avec son enfant, en étant absent du foyer, en étant absent auprès de son enfant, que quand on a son enfant auprès de soi. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose à ne pas négliger. C'est qu'il y a une différence. Comme tu dis, c'est vrai, c'est que, encore une fois, c'est comme tu disais, le passé, les générations précédentes, l'homme, il a toujours eu le charisme et l'identité de le gars qui va pas pleurer. Voilà, les enfants sont aussi du rock. Donc, quand la nouvelle génération, la nôtre, on arrive avec cette sensibilité-là qui remonte, l'envie d'être présent visiblement, c'est-à-dire qu'on puisse réaliser un père qui tient son enfant par la main pour l'emmener. Et ça, de moins, comme avant, il n'y avait pas ça, et comme maintenant, il y a ça. Donc, ça prend vraiment de l'ampleur, et même quand il y a une séparation, dans la séparation, la femme, plus facilement, elle va montrer son émotion, elle va montrer sa tristesse, sa peine et tout. L'homme, il va essayer de garder un certain recul, il va pleurer en cachette. Mais moi, je suis très heureuse de t'entendre dire ça. La semaine dernière, on a reçu Soro, le chanteur de dance Chata. Et le thème de l'émission, c'était « Je suis papa et je fais un métier en homme ». Et il disait, à un moment donné dans l'émission, il expliquait l'importance pour lui du contact visuel avec son enfant, en fait. Ouais. L'importance du contact visuel. Et t'entendre dire ça, ça me ramène, en fait, en tout cas, je le souligne pour montrer aussi à la population qu'il faut aussi que de manière générale, hommes comme femmes, qu'on arrête aussi de stigmatiser les papas. C'est vrai qu'il y a des papas, excusez-moi, je vais le dire franchement, qui cafoutent et fait, mais il faut aussi qu'on arrête d'être dans cette stigmatisation parce que finalement, cette stigmatisation amène le papa à se reclure en fait. De toute façon, on m'a déjà dit que... Ouais, voilà. La norme dit que... voilà. Exact. Donc, je reste dans ma position de machin et puis vivez votre vie. Quoi. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, bon, je prends mon cas personnel. Avant d'arriver où j'en suis aujourd'hui, dans le monde associatif, j'étais un père qui avait besoin de réponses, qui avait besoin d'aide. Ouais. Et quand je parlais de mes problèmes ou que je me suis présenté à plusieurs instances, structures et personnes, et qu'on m'a fait comprendre que je ne suis pas pris au sérieux parce qu'en fait, si je suis dans cet état-là, je pleure, t'es pas un homme. Quoi. Inégalité aussi. Et puis, bon, on le sait bien, c'est très cliché, mais dans les administrations, il y a beaucoup de femmes, des femmes qui elles-mêmes sont bafouées, des femmes... Tu sais, quand tu disais « je ne suis pas pris au sérieux », moi, j'ai rigolé. Alors, bien évidemment, avec du sérieux et du recul, il n'y a rien de drôle dans ce que tu dis. Mais c'est vrai qu'une part de ma féminité et de ma, je sais pas comment on le dit, de ma maternité rigole en fait par rapport à des choses, des réalités que j'ai vécues dans ma propre maternité alors que tout allait bien. Je sais pas moi, je donne un cas tout bête. Il y a une invitation à aller, je sais pas moi, dans un plan bateau le soir. L'enfant a 7 mois. Et on reçoit l'invitation. Mais sans aucune difficulté, le papa déjà anticipe sur « Bon, chérie, je suis désolée, mais... » Il me dit pas « Bon, je suis désolée, je ne pourrais pas t'accompagner. Je garde le petit, vas-y. » C'est beaucoup plus systématique qu'on est... Bon, chérie, je t'envoie des photos, c'est vraiment dommage. Mais tu as vu, c'est le système encore. Même par rapport à la justice, on disait. Je pose sur mon exemple pour te dire que quand tu as vécu ça, même quand ça allait bien et que tu n'avais pas de problème avec le papa, quand tu entends un papa pleurer, toi, tu as envie de rire en tant que maman. Alors que ton pleurer à prendre au sérieux. Mais j'explique juste pourquoi les gens sont réticents. Je ne dis pas qu'ils ont raison de l'être, je ne dis pas qu'on a raison de rire. Mais en fait, on en rigole. Pourquoi? Parce que on a tellement vu le fait que le papa... Vous n'avez qu'à faire un tour, les gars. J'ai une belle question. J'attends ta question, mais dites-moi, quand vous faites le tour des halls de sport, la troisième mi-temps, c'est qui? C'est-à-dire que le foot dure de 18h à 20h. Vous voyez les gars filer pour aller border leurs enfants? Il y a quelques années,
Ou des femmes debout là en train de faire la troisième mi-temps? En fait, il y a quelques années, ce que tu dis là, oui, mais de plus en plus ça change. Ouais, exact. Ah ben, génial. Et de plus en plus. Et franchement, tu sais, alors je vais bien Génial, rebondir. C'est la réalité. Ah oui. Parce qu'au bout d'un moment, de plus en plus de papas vont se dire, bon les gars, m'aller m'aller soulager maman. Ça, ce sont des réflexes qui sortent de plus en plus. Avant, il y avait déjà ces réflexes-là. Les gars partent et disaient, ouais, je suis fatigué. Mais réellement, je vais aller voir mon gamin. J'ai un petit, mon père était bon épisode, les gars. Personne n'osait le dire. Ouais. Maintenant, de plus en plus, avec fierté, bon, et les gars, mon besoin d'aller mon cœur fond moins, machin. On rentre à la maison. Ça, c'est bien Par ça. contre, moi, j'ai une belle question pour toi, justement. Donc, quand tu as l'invitation, Tiens, et c'est pas évident. Non, Ne me tacle pas. C'est Ne pas me évident. tacle pas, s'il te plaît. Réellement, Je suis fragile. dans ton entourage ou même dans toutes les femmes et les mamans que tu côtoies, avoir un enfant aussi petit, vous recevez l'invitation, combien vont lever la main pour dire je laisse avec le papa et puis je vais dans le plan? C'est vrai, tu as raison. Tu as Combien? raison. Non, tu as raison. Tu as raison. Donc, Parfaitement, instinctivement, le c'est-à-dire papa que ne de se nous-mêmes- propose même pas. Et là où ce que tu soulignais d'autant plus grave, c'est que nous femmes, avons cette faculté à condamner la femme qui le fait. Je vais parler d'une anecdote que C'est j'ai vrai. personnellement vécue. L'une de mes copines a eu, quand elle a eu son premier enfant, donc on est des anciennes basketteuses, quand sa fille avait à peu près 1 mois, je me souviens qu'on avait été au match. Et moi, je me souviens que j'avais été super choquée parce que entre la porte du hall et le moment où on s'assoit, on a croisé plusieurs anciennes amies, etc. Donc que des femmes. Comment? Où est ton enfant? Comment? Où est ton enfant? Comment? Et à l'époque, ce que je dis là, c'est quelque chose qui date d'il y a 7 ans, donc je n'avais même pas encore tout ce vécu, ni toute cette expérience professionnelle autour de la parentalité, que ça m'avait déjà choquée. Je me suis dit, mais est-ce que si c'était le père de l'enfant qui était arrivé au match, est-ce que les filles ou même les gars auraient demandé comment est l'enfant? Comment est l'enfant? C'est vrai. Comment est l'enfant? Comment C'est est l'enfant? vrai. Donc même nous, femmes, on a tendance à incriminer la maman qui s'accorde le droit de faire des choses sans son enfant, sans le père de son enfant. Exact. Voilà, alors que l'enfant est encore très jeune. Je vais lever un autre tabou et je vais donner une troisième solution par rapport à ça. Il y a aussi la réalité que par rapport aux générations, voilà, aujourd'hui, il y a de plus en plus de pères qui prennent leurs responsabilités et qui sont conscients aussi de la charge mentale des femmes. Malheureusement, il y a des dérives également du fait qu'il y a certains hommes qui se retrouvent justement à gérer cette charge Ouais. et qu'il y a certaines femmes qui commencent à en profiter également. Ça, il faut le dire Oui, également. c'est vrai, c'est vrai. Dans un deuxième temps, la troisième solution, au-delà du fait que le père est parti sur le bateau ou le père a décidé de garder l'enfant pour que la mère aille sur le bateau, tout simplement, on reste à la maison tous les trois. Aussi. Ou on se fait une petite sortie tous les trois. Voilà. C'est accepter aussi cette question de changement de vie, en Exactement. fait. Accepter Voilà, ça. c'est Et bien. ensemble. Cette histoire de changement de vie. C'est une réalité, puisque en fait, on est passé de 2 à 3 ou de 2 à 4 en fonction. C'est-à-dire qu'on est passé de faire des choses que tous les deux à maintenant avoir 1 ou 2 petits au milieu et il faut garder et qu'il faut J'irai même plus loin que la question du nombre. Je dirais qu'on est passé de personnes à parents. Ah, exact. Alors bien sûr, on reste une personne quand on est parent, mais on est passé de personne à parent. Et je me souviens, et c'est un enseignement que j'ai reçu de ma mère et que je partage à tout le monde. Ma mère me disait souvent, le jour où tu fais un enfant, sois prête à changer de vie. Elle me disait ça. Alors, quand elle me disait changer de vie, c'est pas changer de vie. Tu n'es plus la même, tu ne travailles plus, tu perds ton essence, ce n'est pas ça. Mais sois prête à accepter que le coucher, le dîner, le lever, la conduite, c'est autre chose. Le risque d'accident quand tu es tout seul, le risque d'accident quand tu as ton enfant, ce n'est pas la même chose. Aller chez le médecin avec ton enfant, aller chez le médecin seul, ce n'est pas la même chose. Tes finances changent. Exact. Toute ta vie change, en fait. C'est une réalité. Et il faut accepter aussi ce changement de on n'est plus un couple, on est un couple, mais on est aussi parents. Ta vie extérieure et aussi ta vie intérieure. Exactement, voilà. Ouais. Messieurs, j'aurais voulu continuer parce que j'avais retenu d'autres points avec Ama. On avait retenu aussi la peur de l'abandon, c'est-à-dire que quand il y a la séparation, on est déjà plus ou moins abandonné. Soit on a abandonné le projet, soit on est abandonné par le projet. Je dis volontairement le projet de famille, le projet de vie. Donc du coup, on a doublement peur de se faire abandonner par son enfant. Ouais, Mais oui, ça, c'est parce vrai, qu'on c'est se vrai. dit,
comment ça va se maman, on va passer. préférer Voilà. papa. Ça, franchement, ça c'est quelque chose qui est difficile. Hein. Voilà, des fois quand il y a l'apparition d'un beau-père, mais les enfants, et puis les enfants sont faciles aussi, les enfants sont à l'aise, les enfants, papa numéro 2, il y a papa Gérard et puis papa Edouard. Exactement. Voilà, donc ça, il n'y a rien de pire pour déchirer le cœur du papa, du vrai papa, entre guillemets. Donc, il y a toute cette peur de l'abandon, mais malheureusement, on ne va pas pouvoir développer parce que je veux quand même garder le temps pour les questions. Okay. Alors, j'ai une solution pour ça. Une solution qui, je fais le point avec le conflit parental, c'est tout simplement de faire une deuxième partie. Il y a toujours une solution à tout. Ah oui, oui. Deuxième partie. Plus en profondeur. C'est bien entré dans mon cerveau. Ah, très bien. Voilà, on y réfléchira et on vous rappelle pour la prochaine date aussi sur l'émission finie. Avec plaisir. Vraiment avec grand plaisir. Une très bonne idée. Alors du coup, on va passer aux questions. Okay. C'est vrai que des fois, on a un peu de mal à réunir toutes les questions. Des fois, ça passe crème. Et puis là, aujourd'hui, on a eu un peu plus. Je n'ai pas pu tout prendre. On va essayer de les traiter. Messieurs, si je vous arrête, c'est vraiment à cause du temps. D'accord? Donc, ne vous sentez pas frustrés. Vous garderez un petit peu pour la deuxième partie ou on gardera les questions suivantes pour la deuxième partie. D'accord? Alors, on a Lisa Vera qui nous dit: quel est le rôle de l'éducation reçue dans cette guerre de séparation? Pourquoi cette guerre? Est-ce de la frustration? Quand le contrat n'est pas respecté, la guerre est inévitable. Ah, ça fait beaucoup de questions. Ouais. Donc, quel est le rôle de l'éducation reçue dans cette guerre de séparation? Bon, on l'a un petit peu vu. On a vu que socialement, politiquement, on a un héritage qui pousse à créer un conflit. Hein. Il y a des positions justement par rapport à l'héritage, que la position du papa et la position de la maman dans la vie familiale, dans le cocon familial. Et quand il y a la séparation, ça donne que il y a le clan et ça fait des clans. Exactement. Et il le dit bien, inégalité. Voilà. Et elle dit, bon, pourquoi cette guerre, on y a répondu, est-ce de la frustration? Mais elle dit quelque chose qui est quand même bien à souligner. Quand le contrat n'est pas respecté, la guerre est inévitable. Parce que ça, on veut l'oublier, on veut parler d'amour, on veut parler de spontanéité, mais il y a la réalité du contrat. C'est-à-dire que deux personnes se mettent ensemble, deux personnes se font confiance. C'est vrai que, bon, je n'aime pas le terme, il y a le bébé surprise qui arrive qu'on n'avait pas forcément prévu. Je n'aime pas le terme surprise, même si c'est une réalité, hein, on ne va pas l'occulter. Donc, il y a le bébé surprise, il y a le bébé piège, d'accord? Oui, le bébé piège, il y a le bébé sauveur. Il y a toutes sortes de bébés, mais il y a aussi le cas où il y a un engagement et un contrat. Alors, quand je parle de contrat, un contrat, ce n'est pas forcément le document qu'on va signer, mais c'est l'accord que l'on va prendre. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? On essaie de faire ça. Ok, je t'exprime mes craintes, parce que ça existe aussi. Quand les gens se plaignent, il m'avait promis que, elle m'avait promis que, je lui avais dit si, dans ma famille on ne fait pas ça, etc. Donc il y avait une espèce de contrat énoncé clairement ou pas, et ça aussi c'est un problème, est-ce que c'était clair, qui n'est pas forcément respecté et qui va créer une guerre. L'espèce de colère, je t'en veux, tu m'as détruit, tu as détruit mon projet. Alors ça, c'est ce qui est différent dans le cas par exemple d'une relation amoureuse ou de mariage ou de tout type de contrat, c'est qu'une fois que le contrat est rompu, c'est-à-dire que si l'un des deux parties n'a pas respecté, quoi qu'il en soit, s'il y a séparation, il y a séparation. Là, le problème, c'est que tu es obligé de cheminer avec l'autre personne à vie parce que justement, tu as un enfant. Ouais, c'est ça qui est complexe. C'est un héritage commun, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que, en fait, quand deux personnes créent un enfant, c'est un partenariat. Ouais. Donc, le partenariat, il est là. Quand on est ensemble, on est partenaire pour l'éducation de l'enfant. Quand on est séparé, on reste partenaire. On reste partenaire. Quand bien même qu'on refasse notre vie, qu'on ait notre enfant ailleurs, on reste, quoi qu'il arrive, partenaire parce qu'on a un intérêt commun, c'est l'évolution positive de notre enfant. Donc, ce qui se passe on va parler d'éducation et tout, dans sa question, elle parle de contrat, et je parle surtout de partenariat. Okay. C'est vraiment pas un contrat. Le contrat, pour moi, c'est quelque chose de figé, ça donne plus un côté catégorique et juridique. Tandis que quand c'est un partenariat, c'est comme un accord. C'est très on a beau, décidé, donc nous sommes partenaires, c'est un partenariat de vie. On avait décidé d'être ensemble pour faire notre vie ensemble et tout. Donc on avait décidé d'être partenaires, de cheminer ensemble.
en cheminant ensemble, on a ramassé un beau fruit, et voilà, c'est l'enfant. Voilà. On a dit qu'on s'en occupe pour qu'il puisse devenir un arbre ou autre. Bon, finalement, chacun a pris son chemin. On n'était pas d'accord sur le chemin initial, Voilà. donc on a pris chacun notre chemin. Mais quoi qu'il arrive, il faut qu'on revienne quand même sur arroser notre arbre. Ouais. Donc, et c'est là, c'est vraiment le partenariat, c'est pouvoir. Je vais pas parler de 50-50. Justement, je vais donner un peu ma vision de la chose. On est séparés, certes, mais il faut continuer à entretenir l'arbre, donc lui donner de l'eau. Donc aujourd'hui, c'est moi. Bon, je peux pas aujourd'hui, il faut l'arroser, sinon il va sécher, il va pas Voilà, grandir. exactement. Donc c'est vraiment garder ce principe de partenariat-là et pas de contrat. Contrat, pour moi, ça fait trop. C'est trop draconien, ça fait obligation. Il ne faut pas que ce soit une obligation, il faut que ce soit un plaisir. Oui. Il faut que des deux côtés, qu'on prenne plaisir à s'occuper de notre enfant. Alors après, Et c'est ça. Alors, on l'a pas dit tout à l'heure parce que j'ai voulu survoler, mais je vais parler de l'humiliation. On a parlé du gros poil, mais on a parlé de l'humiliation. Moi, je vais me faire porte-parole de cette question de l'humiliation. Lorsque tu fais un enfant et que pour les parents de cet enfant est la première merveille du monde. D'accord? Donc, ce n'est pas une contrainte imposée par un contrat que de Exact. s'occuper de cet enfant. Et quand la maman est là, je parle vraiment des mamans. Vous allez défendre le cas des papas. Pour le coup, moi, je défends les mamans qui vont solliciter. S'il te plaît, l'enfant n'a pas besoin d'argent parce que on connaît les mamans qui demandent la pension, qui réclament, ou pas qu'à faire un bail, ou pas qu'à faire un bail. Mais quand tu es face à une maman qui te dit, l'enfant n'a pas besoin d'argent, il a besoin de temps avec toi, il a besoin de pouvoir te parler, il a besoin de pouvoir partager avec toi. Et que la maman s'inscrit dans une démarche quasiment de supplication. C'est humiliant pour la maman. Elle se dit, attends, on n'est plus en train de parler de mon enfant, on est en train de parler d'un truc que j'ai pondu là. Tu es pas en train de parler de la première merveille du monde. C'est pas face à la première merveille du monde que tu as cette attitude de dédain et de rejet, pas du tout. c'est humiliant pour l'enfant aussi. C'est humiliant pour l'enfant et la maman doit gérer. Je parle de la maman. Messieurs, je ne dis pas que les papas ne sont pas dans le cas, mais moi je parle sur ce point-là. Je me fais le point d'honneur de défendre les mamans. La maman doit gérer, et pas les papas comme toi forcément, parce que sinon tu ne serais pas assis là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je parle du papa qui se retire parce qu'il est blessé. Parce qu'on a parlé de ça tout à l'heure, du fait de ne pas être prêt. Mais en attendant qu'on soigne nos blessures, cet enfant, il continue à pousser, cet arbre-là, il faut continuer à l'arroser. Donc tu as la maman qui continue à jardiner, malgré son gros poil, et qui, derrière, quémande, parce qu'il faut le dire ainsi, quémande le soutien du papa, et se voit humilié, et doit gérer aussi l'incompréhension de l'enfant, qui lui-même est humilié. Qu'est-ce qui se passe? Démerde-toi, je m'occupe de mon enfant. Alors, Et après, on a ce même papa-là qui vient pleurer, je vois pas mon enfant, moi pas kawaii, et ceci, cela. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça donne quoi? Ça donne les mamans qui rigolent dans les administrations. Mais non, monsieur, rentrez chez vous, buvez un verre d'eau. À plus tard. Mais voilà, ça donne ça. alors, il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas. Il y a le cas où ça me fait penser à une anecdote que d'ailleurs je le salue, Inka, Lionel, qui racontait qu'il avait un ami qui avait une séparation avec la mère de son enfant et qu'en fait il avait du mal à gérer la séparation. Il est resté 1 an sans donner de nouvelles et qu'en fait une fois qu'il s'est senti prêt, il est réapparu et là il a pu faire son travail de parent. Il y a deuxième chose aussi, c'est qu'il y a des mères qui ont du mal à lâcher prise. C'est vrai. C'est-à-dire ce n'est pas forcément exercer sa parentalité, mais plutôt en fait comment exercer sa parentalité. Et parfois, alors je ne suis pas forcément d'accord avec le père, clairement. Je me dis que voilà, il y a plus important que ça. Tu peux très bien, justement, avec dignité, te présenter et faire comme tu le sens pour le bien-être de ton enfant, sans pour autant, en fait, entrer en opposition avec la mère. Parce qu'une fois que tu as l'enfant avec toi, c'est toi qui gères. Maintenant, il faut rester ouvert pour, on va dire, recevoir les conseils de la mère, néanmoins, parce que ça ne veut pas dire que ce n'est pas forcément pertinent. Après, là où ça peut justement être humiliant aussi pour le père, c'est d'être infantilisé. C'est vrai, c'est vrai. Et en fait, s'il y a des pères qui ne savent pas forcément gérer ça, cette situation, ou même l'émotion qu'ils peuvent ressentir par rapport à ça,
Et malheureusement, ils préfèrent en fait se retirer. C'est vrai que c'est pas évident pour les pères non plus. Mais en fait, c'est que dans la vie, avec un peu de recul, dans toute séparation ou dans toute situation, entre guillemets, qu'on va estimer négative, on a toujours des signes pour nous montrer que, et tu sais déjà que il ou elle est ce côté-là ou ce mauvais côté-là. Mais on ne le voit jamais. Et c'est vraiment lors de la séparation que c'est mis au grand jour, par exemple. On se dit, ah, mais il est comme ça. Mais tu savais déjà qu'il était comme ça. Mais il y a une question d'ego aussi, parce que justement, la personne est comme ça. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qui compte? C'est l'enfant. Qu'est-ce qui compte? C'est l'enfant. Mais justement, mais la douleur, c'est tellement quelque chose. C'est quelque chose. Je pourrais me dire, je sais pas, je pense que tous les parents connaissent plus ou moins les défauts de l'ex-compagnon, l'ex-mari, enfin, du père ou de la mère de leur enfant. Comment expliquer mon propos? Il y a un taux d'acceptation, et je reviens sur la question du départ de l'émission où je disais que ce qui compte, le rôle du parent est de préserver l'intégrité physique et morale de l'enfant. Il y a, je t'en parlais tout à l'heure, il y a des travers qu'un parent peut avoir, mais qui ne sont pas préjudiciables pour l'enfant parce que l'autre parent gère derrière. Ouais. Je vais prendre le cas de mon métier. Mon métier m'impose de travailler tard, de finir tard. Tant que je vivais avec le père de mon fils, quand je finissais à 20h, je trouvais mon fils endormi. Aujourd'hui, pour pouvoir finir à 20h, ça veut dire que je le fais garder. Je trouve mon fils éveillé en train de dire « Maman, je t'attendais. » Et donc, je ne vais pas dire impair, mais j'ai envie de dire cette défaillance en termes de présence que moi j'ai auprès de mon enfant, la présence du père la comblait. Mais aujourd'hui, que je ne suis plus avec le père, il a ce problème-là. Donc, on parle d'absence par rapport au travail. Mais soyons honnêtes dans cette société. Cette société qui aime le rhum. Cette société qui voit les papas bouler autour de la table le 31 décembre, le 25 décembre, le jour au moment d'ouvrir les cadeaux. Souvent, quand vous regardez les photos, je ne parle pas des nouveaux papas, excusez-moi. Oui, voilà, c'est ça. Je ne parle pas des nouveaux papas. Parce qu'en disant ça, c'est vrai, ça donne encore des stigmates, ça donne encore des stéréotypes. Et c'est ça, malheureusement. Et nous, on se bat pour ça, parce que maintenant, quand tu vois bien, les choses changent, parce que ce soit les hommes ou les femmes, les papas et les mamans actuels, on devient de plus en plus et on est sur le même pied d'égalité dans l'éducation de l'enfant. Pied d'égalité. Mais en fait, tu sais quoi? C'est qu'on on est tellement. Je suis pas d'accord. Alors, le truc, c'est qu'on est tellement dans l'ancienne génération qu'à chaque fois, on l'intègre dans les relations. Et c'est pourquoi je t'invite à continuer ce combat et d'aller. Alors, déjà, ce combat-là, tu dois le faire auprès des papas de ta génération, mais aussi auprès des enfants, auprès des adolescents. Des anciens aussi. Des anciens aussi, oui. Des anciens aussi. Il y a un vrai travail éducatif à faire, mais malheureusement, parce que moi, je voudrais être dans ta posture, c'est vrai, moi, je connais des papas qui, effectivement, je peux en citer, je ne vais pas les citer parce qu'ils ne m'ont pas donné l'autorisation, mais je peux citer des papas qui sont dans la posture que tu évoques. Mais malheureusement, je connais aussi des papas qui, combien de fois, franchement, ce ne sera pas difficile, hein, messieurs, comptez autour de vous, ce ne sera pas difficile de trouver des mamans de ma génération, même un peu plus jeunes, qui, le soir du 31 décembre, avec le bébé, sont dans un coin à gérer l'enfant pendant que le papa prend son pied vraiment de son 31 décembre. Alors, ce que je veux dire? Je peux répondre. J'ai déjà eu à parler avec des grands hommes ou des personnes âgées, que ce soit hommes-femmes, qui m'expliquaient qu'ils ont vécu des situations que je n'aurais jamais pensé qu'ils auraient pu vivre en tant qu'enfant à cette époque. Ouais. Comme par exemple la mère qui est partie du foyer, qui a démissionné, dont le père a subvenu aux besoins, 3-4 enfants, etc. Ce sont des choses qu'on n'a jamais parlé. C'est vrai aussi. Et c'est vrai que c'est tellement ancré, comme tu disais, les stéréotypes, que le fait que l'homme fait ci, l'homme boit, l'homme fait cela, qu'un homme qui va s'occuper de son enfant dans la même situation, on ne va pas en parler. Ouais. C'est vrai. Et dans l'autre sens, une femme qui aura ces comportements nocifs, on n'en parle pas. On va pas forcément le voir ou on va fermer les yeux. Donc c'est vrai qu'on va voir plus facilement ce genre de choses chez les hommes. Vrai, et je ne dis pas que c'est pas minoritaire. C'est peut-être majoritaire chez les hommes. Ça c'est clair. Oui, je comprends très bien. C'est pas Mais faux. ce sont des comportements qui sont pas genrés. Des hommes et des femmes ont ce même type de comportement. Le problème, c'est la médiatisation. La médiatisation et
justement notre conscience par rapport à ça. Ok. C'est-à-dire qu'on sera peut-être beaucoup plus réceptif et clairvoyant si c'est un homme qui fait ce genre de bêtises. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Par contre, quand ce sera une femme, on va se dire, bon, peut-être qu'elle a eu une mésaventure. Ouais, on va trouver une excuse. On va trouver une excuse. Donc, je suis d'accord. Il faut qu'on chacun on prenne nos responsabilités, que ce soit en tant qu'homme et femme. Et bien, dans ce cas, il y a une éducation à faire sur justement le fait de ne pas genrer les choses. Parce que même dans le cadre de la félicitation, moi, j'ai un ami qui a perdu son épouse et qui s'occupe seul de l'éducation de sa fille. Alors, je dis seul dans le sens où il n'a pas refait sa vie et qu'il est seul à s'occuper de sa fille. Et j'entends souvent les gens le féliciter. Ah ouais, un tel, franchement, etc. Moi, je leur dis, je ne peux pas faire ça. Personne ne me félicite pour ce que je fais, en fait. Ma mère a eu l'occasion de partir faire des formations et de nous laisser tout bébé avec notre papa. Et notre papa prenait le relais. Je dis notre papa parce que j'ai des frères. Mon papa a toujours pris le relais. Ça a été un papa, j'ai même pas envie de dire un bon papa, un papa qui s'occupe de ses enfants, simplement. Et quand elle revient après sa formation à la crèche, il y a une assistante, j'oublie le nom, c'est des auxiliaires de Pierre, qui dit à ma mère, ah ouais, mais tu pourras dire merci au papa. Ah ouais, merci, parce qu'il a vraiment assuré. Et elle lui a répondu, ah bon? Et je lui dis merci, pourquoi exactement? Pour s'occuper de ses enfants? Pour s'être occupé de ses propres enfants? Vous m'avez jamais dit merci. Ça fait 2 ans que c'est moi que vous voyez tous les matins. Je suis partie 7 mois. C'est lui qui est là. Et il faut lui dire merci. Vous m'avez jamais dit merci, madame. C'est pas normal. Et en fait, il y a ça aussi, en fait. Ouais. Et donc, je donne cet exemple-là dans le sens de la félicitation pour montrer que autant, effectivement, on critique le papa, mais autant on valorise un papa qui s'occupe de ses enfants contre l'indifférence totale ou la normalité totale quand c'est la maman. Quand c'est une maman qui s'occupe de son enfant, ouais, ben c'est normal. Hein? Alors, je te réponds franchement, et prends un peu de recul sur ce que tu viens de dire. Et c'est super, parce qu'en fait, donc tu as vu, et c'est difficile pour toi de féliciter, entre guillemets, un papa quand tu vois qu'il s'occupe d'un enfant par rapport à la maman. Mais on regarde bien que... non, par rapport simplement, je vais préciser... Au travail de la maman, quoi. Non, pas par rapport à la maman. C'est-à-dire que justement, je ne félicite pas un papa qui s'occupe de son enfant en comparaison avec sa maman. Je peux dire à un papa, ah ouais, franchement, ce que tu fais pour ton enfant là, c'est génial. Mais je félicite un parent, je félicite pas un papa. Je suis pas en train de dire, ah, trop génial, comme on a dit à ma maman, de féliciter mon papa parce que pour un papa, il a fait, non, il n'a rien fait d'extraordinaire, il a fait son travail. Mais pourquoi on a dit ça? C'est pourquoi on a dit ça? Parce qu'elle compare, mais moi j'ai non, c'est pas qu'elle compare, c'est parce qu'il y a tellement, on a tellement mis en évidence, comme tu le disais, Wisco, le fait que le papa il boule, il fait ci, il fait ça. Donc en fait, c'est devenu, en fait, le fait que la dame ait vu ça, pour elle, c'est oui, mais ce n'est pas normal. C'est bien de le dire. J'ai pris cet exemple-là dans le sens de la félicitation pour souligner son objectif de, je ne sais pas quel est le terme, je vais faire un néologisme, pour dégenrer le comportement de parents, en fait. Dégenrer, ne pas dire que tel comportement appartient au papa, tel comportement appartient à la maman. Puisque vous êtes en train de dire que les comportements décadents des mamans sont passés sous silence, alors que les comportements décadents des papas sont publiés sur la place publique, assez normal, les papas, les machins, cabrés, que ceci, que cela, alors qu'il y a des inversement, comme tu dis, on loue une prestation de papa, alors que plein d'autres papas le font, et on met aux oubliettes le travail de plusieurs mamans. Même ce que je veux vraiment dire dans cet exemple, c'est que le parent, papa ou maman, ne fait rien d'exceptionnel quand il s'occupe de son enfant. C'est ça. Voilà. Il ne fait rien d'exceptionnel. Il ne mérite pas. Je ne vais pas te féliciter parce que tu as coiffé ton enfant. Maintenant, tu as fait une coiffure extraordinaire avec des tresses qui se croisent, des perles et des machins. Je vais te dire, maman, que ce soit une femme ou un homme, je vais lui dire, chapeau. Et tu sais, ce déséquilibre en termes de valorisation parentale, ça entretient en fait la déresponsabilisation des pères. Ouais. Parce que ça veut dire que c'est un acte extraordinaire. Mais un acte extraordinaire, tu ne peux pas le faire tous les jours. Mais tu sais, il y a alors, il y a quelque chose aussi. Et après, messieurs, je vous arrête parce qu'il faut qu'on traite au moins 2 questions avant les bons plans. Par rapport à ça, c'est qu'on ne réalise même pas qu'il y a une certaine compétition qui se crée aussi. C'est-à-dire que la maman, elle va entendre que, ah oui, on va féliciter le papa.
elle va mal le prendre. Et inversement, le papa, en entendant ça, il peut se sentir super homme alors que la mère, elle fait autant que lui. Voilà. Et c'est là où, quand la compétition s'installe, après, ben, des fois, ce que la maman fait, c'est soit elle accapare plus l'enfant pour pouvoir plus se montrer, ou elle lâche l'enfant. Exactement. Et c'est là où il faut vraiment que ce soit équilibré. Alors, on a Lauralie qui dit: le jour de mon accouchement, le père de mon fils a appelé ma mère qui était au travail pour pouvoir lui aller travailler. Elle a tout quitté et lui, il est parti travailler. Je vivais un accouchement difficile et lui a préféré partir. Je précise qu'il n'est ni secouriste ni médecin urgentiste. Comment croire en la sincérité d'un homme qui ne tient même pas à être présent à la naissance de son premier enfant? C'est mort, je n'attends plus rien de lui. Il est parti où? Il est parti travailler. Bon, je réponds tout de suite. Franchement, là, c'est une grosse blessure et je réponds tout de suite. Et elle aura une autre vision des hommes. Okay. C'est moi qui ai mis au monde mon enfant, mon fils. J'ai mis au monde mon enfant. C'était mon rêve de mettre au monde un enfant. Ouais. Je travaillais, j'avais une grosse intervention parce que je travaille dans le BTP, je suis dans l'énergie. Ouais. J'ai fermé mon portable pro, je me suis retrouvé là, équipé, et j'ai mis au monde mon enfant à l'hôpital. On m'a juste accompagné visuellement, et je suis resté du début à la fin, et je l'ai fait avec fierté. Félicitations. Avec fierté, et je le dis encore. Et malgré tout, bon, j'ai une situation, malgré la séparation avec la mère, attention. et malgré ça, je suis toujours fier, et je me dis, et je dis encore, que il faut qu'elle se dise franchement que les hommes ne sont pas tous pareils et les femmes non plus. J'ai dit félicitations pour sortir du propos que j'ai dit. J'ai dit félicitations et là, en comparaison avec ce qui se fait de manière générale et aussi connaissant l'éducation et les influences sociales que tu as reçues. J'ai pas dit que tes parents t'ont éduqué comme ça, mais je veux dire les influences sociales, scolaires, etc. Et c'est en ce sens que je te dis félicitations. Oui, parce que c'est déjà le faire, parce que pour beaucoup, il y a beaucoup de pères qui, comme elle dit, malheureusement, elle a eu une mésaventure, ou peut-être que le gars il s'est défilé, parce que bon, je trouve pas d'excuses. Hein. Peut-être que le gars s'est défilé, parce que combien de papas on les retrouve par terre, parce qu'ils n'arrivent pas pour le faire. Et même moi, alors je vais jamais oublier ça. Donc quand j'ai mis au monde mon fils, j'en ai parlé à un voisin, c'est un monsieur qui a son âge, qui a eu beaucoup d'enfants et des petits-enfants à l'ancienne, comme on dit. Quand je lui ai dit ça, alors que c'est le poteau mi-temps, le monsieur, il est parti en courant. Il m'a dit, mais Thibault l'homme, où fou? Où est-ce que tu fais ça? Un monsieur, un jardinier, gaillard et tout. Alors, pour moi, c'est pas une normalité, c'est psychologique. Quand la personne a envie de rester, elle reste. C'est tout simplement ça. Ça ne veut pas dire que c'est un homme bien ou pas bien. Quoi que c'est, durant la situation, c'est juste qu'il puisse vivre la situation à sa façon. Et c'est pas une généralité, tout simplement. Exactement. Mais c'est quand même, je trouve, c'est inexplicable parce que c'est quand même un moment où la mère, justement, a le plus besoin de soutien. Et c'est quand même la venue de ton enfant. Et c'est là où, justement, on doit avoir une dignité parentale. C'est-à-dire que prioriser le bien-être de son enfant. Même si tu as ton travail, frère, il faut que tu mettes en avant le fait que voilà, tes parents, tu as un enfant à t'occuper, tu t'affirmes, quoi. En fait, c'est une réaction qu'on a malheureusement. Et comme je dis, je ne trouve d'excuses à qui que ce soit. Chaque personne fait à sa façon. Donc, limite, c'est même, me féliciter, j'en ai même pas besoin réellement. Parce que pour moi, ça a été, sous le moment, pour moi, c'est ce qu'il fallait que je fasse. Je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire. Lui, il est parti. C'est soit il est parti parce qu'il n'avait rien à faire, soit il est parti par peur, soit il est parti parce que justement, il se sentait pas bien. Il a trouvé une excuse ou d'échappatoire. Mais nul n'est dans sa tête pour savoir pourquoi il l'a fait. Malheureusement, c'est le visuel, c'est ce qu'elle a vu, qu'elle a vécu, et ça lui donne automatiquement un trauma. Alors, on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui de la question de l'instinct maternel, de l'instinct paternel, de la transmission générationnelle, etc. On n'aura vraiment pas le temps, malheureusement, mais bon, on a déjà pris rendez-vous pour la partie 2, donc ce n'est pas grave. Mais c'est l'une des raisons aussi qui crée les guerres, qui crée aussi le sentiment de décision. Tu parlais de lâcher prise, de la maman qui ne veut pas lâcher prise. Mais face à l'accouchement, tu parles du papa qui a eu peur, qui a eu potentiellement peur. La maman qui a potentiellement peur, elle fait quoi? Elle est obligée d'assumer l'accouchement. Je pense qu'il y a... Elle est là. Oui, ça c'est une réalité. Elle est là. Elle est obligée d'assumer l'accouchement. Alors,
malheureusement, messieurs, on ne pourra pas développer sur ça, mais on en reparlera. Effectivement, ça aussi, ce sont des disparités qui ont conditionné toutes les inégalités qui se créent après. Mais je vais juste dire vite fait sur ça. Ce que tu as dit, c'est la réalité. Mais dans la même situation où le père était présent, accompagné la maman et tout, il était là pour vivre ce moment avec la maman, il l'accompagnait jusqu'au bout où il était à ses côtés. Et quand il y a la séparation, où la maman décide de ne pas laisser l'enfant, on parle de quoi? Oui, bien Donc sûr. en fait, dans les deux sens, oui, tu bien sais, sûr. Cela n'excuse pas. De toute façon, on l'a dit. L'idée, c'est de remonter à la cause pour pouvoir proposer des solutions. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudra qu'on vienne armer pour la deuxième partie avec des solutions. Oui. On va terminer une dernière question. Et pourquoi cette question-là? Parce que je trouve quand même qu'elle clôture bien notre session d'aujourd'hui. C'est Joe qui nous dit: pourquoi systématiquement parler de guerre? Il faut aussi parler des cas où cela fonctionne. Avec mon ex, on s'occupe ensemble de nos enfants et tout se passe très bien. Nos mots d'ordre sont respect de la vie de chacun et priorité aux enfants. Merci beaucoup, Joe. Voilà. Merci beaucoup. Donc voilà, on va clôturer la partie question sur ça. Malheureusement, messieurs, c'est comme ça. Hein. Chez Méli-Mélo, le truc est chaud. Donc il faut faire vite parce que le temps ne nous attend pas. On va devoir lâcher prise. Voilà, on va devoir lâcher prise, exact. Donc merci à Joe pour ce commentaire. Hein. Je pense qu'il a tout dit. Hein. Respect de la vie de chacun et priorité aux enfants. Et puis pour finir, on va parler des bons plans. Alors, habituellement, on a le bon plan d'Ama et le bon plan de Natilo. Mais pour cette émission, on a le bon plan de Brisco et le bon plan de Natilo. Brisco nous a proposé et propose à tous les spectateurs de découvrir la chanson de Jana King qui s'appelle Papa. Donc, on vous met un petit extrait et on vous laisse écouter le petit extrait. Vous savez, t'as pas accepté quitte aux relations que ton papa petite donne. Mais à part on a raison pour tout finir par faire ton propre petit monde souffert. Vous savez, t'as pas accepté que toutes ces autres vivent qu'elles finissent ensemble. Mais à part on a raison pour tout finir par faire ton propre petit monde souffert. Tout petit monde besoin son papa. Ton papa privé dit son papa. Il pleurait pour son papa. Parce que tout le monde besoin son papa. Ton les manger ton corps dit son papa. Ton café big man a cry water. Ton papa privé dit son papa. Parce que tout le monde besoin son papa. Et donc, comme vous pouvez le voir, chers téléspectateurs, une magnifique chanson d'un artiste guyano-antillais. Moi, je l'ai mis dedans, même si la Guyane, c'est pas les Antilles, mais en tout cas, on a un peu ce même héritage culturel. Et il parle justement du papa qui a besoin de son enfant, de l'enfant qui a besoin de son papa. Et nous vous invitons à aller visionner le clip que vous pourrez retrouver sur YouTube ou dans les bons plans sur la page de Méli-Mélo. Alors, l'autre bon plan, on en a parlé, donc on ira rapidement. C'est juste vous inviter à vous rapprocher de la page Papa Paginité, d'accord? Et puis, que vous retrouverez sur Instagram. Page intéressante puisqu'on a différents témoignages, donc ça permet de développer la réflexion. Et puis, on a choisi cette photo qui est plutôt pas mal, où on a une famille autour des enfants. Mais si on sera obligé de clôturer, on avait aussi une petite question en vidéo, mais on la garde pour la partie 2, d'accord? Puisqu'on n'a pas eu le temps de tout traiter. Ah, c'est officiel alors, la partie 2. Oui, vous avez proposé, nous on dispose, Méli-Mélo aime ce genre de sujet-là. Et puis on croit que c'est vraiment important pour notre société, pour nos enfants. Voilà. Et puis pour nous aussi, parents, parce que nous souffrons malgré tout dans cette guerre. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver des pistes de solutions pour pouvoir se sentir mieux. Messieurs, un petit mot pour la fin et après je vous chasse. Vas-y, Brisco. Eh bien, très heureux. Je savais que ça aurait été très enrichissant. Donc, toujours un plaisir pour le coup de partager avec vous. Je pense qu'effectivement, la partie 2 est indispensable. Oui. Mais voilà, on est dans la continuité ou dans le partage, dans la compréhension, dans la prise de conscience. Ouais. Donc, je vous Je remercie Zouk TV également. Et l'émission Méli-Mélo, c'est
c'est vraiment une émission très importante pour éveiller les consciences. Merci beaucoup. Merci à toi pour ta présence et merci pour toutes ces informations, cette sagesse et cet espoir que tu donnes pour la parentalité martiniquaise. Merci. Pour moi, encore une fois, c'est toujours un plaisir de venir sur le plateau pour pouvoir échanger, surtout dans tout ce qui concerne la parentalité, la position du papa et de la maman. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi. Donc, merci pour l'invitation. Et j'espère surtout qu'à travers l'émission d'aujourd'hui, que ça puisse éveiller et déclencher, que ce soit chez la maman ou le papa, un certain souffle, se dire que c'est pas une honte de s'occuper, d'être un papa qui s'occupe de son enfant. Ouais. Et c'est entre guillemets pas normal non plus qu'un papa laisse une mère seule s'occuper de l'enfant. Et de la même façon aussi, c'est que les mamans, c'est pas normal non plus pour les mamans d'empêcher au papa de voir leur enfant et que c'est normal pour elles de penser à elles parce qu'elles sont d'abord des femmes avant d'être des mamans. C'est ça. Donc voilà. Sur ces belles paroles, je te remercie parce qu'en tant que maman et femme, je suis touchée. Je sais que toutes les mamans qui regardent l'émission sont aussi heureuses. Donc, messieurs, encore merci, vraiment. Merci Yanis pour ton énergie, ton témoignage. Merci Briscoe, vraiment. Et puis, chers téléspectateurs, on vous dit restez connectés. Vous avez compris qu'il y a une partie 2. Donc, vous aurez bientôt la date. On y travaille. On a encore plein de petites questions à traiter. On vous souhaite une excellente suite de journée. On vous dit à bientôt. Bye bye.